Voi- Hop. Ok, donc normalement, vous voyez mon écran. Je vais afficher ça. Hop, mais c'est un peu petit peut-être. Est-ce que du coup, vous voyez la présentation? Ouais, un peu Ouais, c'est petit bon. en effet. C'est un peu petit, il faut que je mette un peu plus grand. Le problème, c'est que si je mets comme ça, il faut sans doute que je la mette en plein écran. C'est mieux? Ouais, là ça va, c'est presque bien. Ça va? C'est presque bien. Bon, bah on fera presque bien alors. Et ben du coup, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter un séminaire aujourd'hui qui s'intitule Le grand débat national pour prendre des décisions locales. Alors c'est un sujet que nous avons déposé comme un article pour SAGEO 2021. Alors on ne sait pas encore s'il va être accepté. Si j'avais un petit peu plus réfléchi aux dates, j'aurais peut-être attendu un peu avant de vous proposer ce séminaire. Parce que le comité de programme de SAGEO 2021 est cet après-midi, je crois, donc on ne sait pas encore si on pourra le présenter ou pas. Donc c'est un travail que, évidemment, je n'ai pas réalisé toute seule. Je l'ai fait en collaboration avec Jacques Fize, qui a été doctorant à l'UMR Tétis et qui est là aujourd'hui, donc qui pourra préciser ce que je vais raconter sur la partie traitement automatique de la langue. On l'a réalisé également avec Martin, qui est doctorant actuellement à l'UMR Tétis, et donc avec Ludovic Journeau et Mohamed Hilal, qui sont tous les deux chercheurs à AgroSub Dijon. Alors, donc l'idée, c'est de s'intéresser aux contributions qui ont été proposées dans le cadre du grand débat national. Et donc, je vais commencer par un petit retour en arrière. Donc, nous allons retourner en 2019 à cette époque lointaine, très lointaine, où on pouvait sortir dans la rue sans masque et où on pouvait se faire la bise. Et donc, je vais commencer par vous réexpliquer en gros ce que c'était que le grand débat national et comment ça a commencé, parce que désormais, ça date un petit peu. Alors, le grand débat national de 2019 avec les Gilets jaunes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, au départ, c'est un mouvement social. C'est-à-dire que fin 2018, il y a une annonce d'une hausse des taxes sur le carburant. Et en protestation, les automobilistes posent le gilet jaune de sécurité derrière leur pare-brise pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec cette hausse des taxes. Mais comme poser un morceau de tissu jaune fluo derrière un pare-brise, ça ne fait pas beaucoup changer les choses, un certain nombre de citoyens s'organisent via les réseaux sociaux et notamment via des groupes Facebook pour organiser des manifestations dans toute la France. Et donc, mi-novembre 2018, un samedi, nous aurons la première manifestation des Gilets jaunes, où ils seront plus de 280 000 à manifester, et donc notamment à bloquer des ronds-points. Et donc, ce mouvement des Gilets jaunes va continuer ces manifestations tous les samedis. Ces manifestations vont se déplacer des ronds-points de périphérie vers les centres-villes. Et elles vont continuer. Alors je pense que je ne sais pas s'il y a encore des manifestations de Gilets jaunes le samedi, je ne pense pas, mais elles ont continué jusqu'à, à mon avis, bien début 2020.
Donc ça a été un très très long mouvement social. Mais si on revient au tout début, c'est un mouvement où il y a des actions assez spectaculaires qui sont menées par les manifestants. Début décembre 2018, par exemple, ils mettront le feu à la préfecture du Puy-en-Velay. Et début janvier 2019, la porte du ministère du porte-parole du gouvernement sera défoncée avec un Fenwick. Donc on a quand même un mouvement social qui met en place des actions assez spectaculaires, donc qui appelle une réponse politique de la part du gouvernement, d'autant plus que très rapidement, les revendications des manifestants évoluent, c'est-à-dire que très rapidement, la hausse des taxes du carburant passe complètement à la trappe, et donc on voit de plus en plus de manifestants qui demandent notamment la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne, et donc qui demandent la mise en place de systèmes de démocratie directe. Donc, finalement, cette hausse des taxes sur les carburants, ça a été la goutte de pétrole qui a mis le feu aux poudres, et ce mouvement a évolué très très vite vers des revendications beaucoup plus politiques et beaucoup plus générales qu'un simple problème de taxe sur l'essence. Donc pour répondre à ce mouvement social, le gouvernement d'Emmanuel Macron a proposé quelque chose. Et donc cette réponse, ça a été le grand débat national. Donc le grand débat national a été officiellement lancé le 14 décembre 2018. Il a eu lieu de mi-janvier 2019 à mi-mars 2019. Et les résultats de cette consultation ont été proposés, ont été restitués en avril 2019. Donc le grand débat national, c'est ça, c'est-à-dire c'est cette réponse à cette crise des Gilets jaunes qui, fin 2018, est à son apogée. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ce grand débat national ? Alors, le grand débat national, c'est l'idée, c'est d'organiser une consultation de la population via une plateforme en ligne, via des réunions publiques et via des cahiers de doléances. Donc, il y a 4 grandes thématiques qui sont identifiées par le gouvernement comme étant des thématiques d'intérêt pour les citoyens. La transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, enfin l'organisation de l'État et des services publics. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez que la hausse des taxes sur les carburants, c'est complètement sorti du champ de cette consultation. Alors, pour contribuer au grand débat national, les citoyens avaient donc plusieurs possibilités. Notamment, donc nous, on va s'intéresser essentiellement à la partie contribution en ligne. On ne va pas s'intéresser aux réunions locales. Et on ne va pas non plus s'intéresser au cahier de doléances parce que je vous rappelle, je pense que c'est courant 2019 qu'on a eu ça, c'est-à-dire que les cahiers de doléances devaient être numérisés par la BNF. Et ça ne s'est jamais fait, c'est-à-dire qu'ils sont archivés quelque part dans une préfecture, mais a priori, ils sont pas consultables facilement. Et donc, sur la plateforme en ligne, les citoyens pouvaient faire 2 choses, ou bien répondre à un questionnaire fermé, ou bien répondre à ce qu'on a appelé des contributions propositions. Donc, ces contributions propositions, qu'est-ce que c'était ? C'est un ensemble de questions ouvertes. Et donc, en dessous de chaque question, il y a une zone de texte libre où les citoyens pouvaient écrire ce qu'ils voulaient. Et donc, nous, on va s'intéresser à cet ensemble. Donc, c'est contributions déposées dans l'espace proposition. Et on va s'intéresser particulièrement à celles sur le volet transition écologique. Alors,
quelles sont les données qui ont été collectées via cette plateforme en ligne? À quoi elles ressemblent? Alors d'abord, il y a un nombre important de questionnaires qui a été collecté. Donc pour la partie transition écologique, il y a plus de 134 000 personnes qui ont répondu, qui ont déposé des propositions. Et le questionnaire de proposition, sur les 16 questions posées, il y en avait 12 qui permettaient une expression libre. Donc ça fait un certain nombre de textes potentiels à analyser. Donc a priori, un peu plus de 1 600 000. Alors sachant que ça, c'est sans doute surestimé parce que il y a des gens qui n'ont pas répondu à toutes les questions et qui, des fois, n'ont pas rempli le questionnaire. Donc ça fait pas mal de choses à traiter si on veut avoir une vue d'ensemble de ce qu'ont écrit les citoyens via la plateforme du Grand Débat. Alors ensuite, ces contributeurs, ils ont écrit en langage naturel, ce qui veut dire que on a un certain nombre de défis pour traiter ces données, parce que du coup, il faut arriver à capturer quelle est l'opinion qui est exprimée par les contributeurs. Donc je vous ai mis quelques extraits. Alors les extraits, c'est des vrais extraits qu'on a lus dans les contributions. Donc il y a une première personne qui dit qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons. Donc on peut se demander si cette personne parle de charcuterie. Ensuite, il y a une personne qui nous dit « Lol, mettre des lignes de bus partout, me donner de l'argent pour acheter une vraie voiture écolo et favoriser le télétravail. » Donc du coup, est-ce que cette personne veut des bus ou pas? Et puis, comme c'est des contributions en langage naturel, bah, des fois, on a aussi des problèmes qui sont plus liés à la norme utilisée pour écrire. Par exemple, combien il y a de phrases dans cette réponse? Donc, création de parcs relais, baisse prix transport en commun, gratuité pour plus de 65 ans et chômeurs. Donc voilà, on a cet ensemble, on a des textes à traiter et qui sont pas forcément des textes qui respectent les normes de l'Académie française pour leur rédaction. Ensuite, ces données, donc les opinions de ces contributeurs, ne vont pas pouvoir être considérées comme un reflet fidèle de l'opinion de la population. Pour deux raisons. D'abord, la méthode d'échantillonnage. Le fait d'avoir un questionnaire en ligne exclut de fait une partie de la population qui n'a pas accès à Internet. Mais on pourrait se dire que finalement, c'est pas très grave si on avait moyen d'attester de la représentativité des contributeurs par rapport à la population générale. Alors, on n'a pas moyen de le faire parce que le questionnaire n'implique aucune donnée socio-économique sur les contributeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de questions qui demandent aux contributeurs de donner ni son âge, ni son genre, ni son revenu annuel, ni sa catégorie socio-professionnelle. Donc, a priori, on n'a pas de moyen de savoir si ces 134 000 personnes qui ont écrit quelque chose pour la transition écologique sont représentatifs de la population française ou pas. Une des choses qui a été tentée par Benani et ses collaborateurs, ça a été d'essayer de voir si la répartition spatiale des contributeurs était équivalente à la répartition spatiale de la population, ce qui pourrait quelque part nous dire, bon bah voilà, si les contributeurs se répartissent de la même façon que la population générale, bah ça veut dire que sans doute ils sont un peu représentatifs. Et évidemment, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a des départements qui sont surreprésentés ou sous-représentés. Et évidemment, ces départements changent selon les thématiques. C'est-à-dire que si on prend la transition écologique, par exemple, de mémoire, l'Isère et la Savoie, Haute-Savoie sont surreprésentés parmi les contributeurs vis-à-vis de la population générale. Donc voilà, on a ces données. Donc on va pouvoir
dire que l'opinion des contributeurs, c'est ça, mais on va pas pouvoir sans doute faire des extrapolations à la population générale. Donc, on a un grand débat national. Le grand débat national a généré un ensemble de propositions réalisées par les citoyens. Et donc nous, on va essayer de s'emparer de ce jeu de données pour extraire des opinions de ces contributions. Alors, quels sont les objectifs de notre projet? Alors déjà, on va se repositionner par rapport à ce qui a été fait. Donc, à la suite du grand débat national, le gouvernement a embauché une entreprise, Opinionway, qui a produit des synthèses. Et ces synthèses sont disponibles sur le site du grand débat national. Et du coup, je vais vous mettre dans le chat. Voilà, je vous mets le lien vers le grand débat national. Alors, donc Opinionway a fait un travail qu'on pourrait qualifier d'honnête dans le sens où d'abord ils ont eu très peu de temps pour travailler, c'est-à-dire que il faut se rendre compte que le grand débat a été clos à mi-mars et qu'ils ont rendu leur synthèse courant avril. Donc ils ont eu 3 semaines, je crois, 3 ou 4 semaines pour travailler sur l'analyse de ces contributions. Ce qui n'est pas un temps très long vu la nature de ces données. Donc, si on lit les synthèses d'Opinionway sur ces contributions en ligne, c'est un travail honnête, c'est-à-dire qu'effectivement, ça a l'air d'être relativement fidèle à ce qui a été dit. Il y a 3 problèmes néanmoins avec ces synthèses. C'est que premièrement, leur méthodologie n'est pas réplicable. Malgré les éléments méthodologiques qu'ils ont donnés, il y a une équipe de l'INRIA qui a essayé de reconstruire leurs résultats sans y arriver. Ensuite, selon les questions, il y a 10 à 30% des contributions qui ne sont pas classifiées, qui ne sont pas prises en compte. Et donc qu'il y a une part des réponses qu'on n'arrive pas à classifier parce qu'il y a des gens qui vont exprimer des choses très très originales ou qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est tout à fait légitime. 30%, ça fait quand même beaucoup de contributions qui ne sont pas classifiées. Et puis les représentations spatiales qui ont été produites par Opinionway ne nous paraissaient pas très intéressantes et pas très satisfaisantes, donc on va essayer de faire mieux. Alors notre positionnement, l'idée pour nous, c'était de ne pas refaire ce qu'avait fait Opinionway, donc de ne pas essayer de rechercher les propositions majoritaires au sein des contributions du grand débat, mais plutôt de faire des analyses transversales guidées par une thématique. Donc, d'essayer de dire, alors, qu'est-ce qu'ont dit les contributeurs sur le transport? Ou qu'est-ce qu'ont dit les contributeurs sur l'agriculture? Qu'est-ce qu'ont dit les contributeurs sur le logement, etc. Et essayer de proposer des représentations cartographiques intéressantes, donc d'essayer de situer dans l'espace ces différentes propositions. Alors l'idée, je vais vous présenter ce qu'on a fait. Donc notre première thématique, la première thématique qu'on a analysée, c'est la thématique du transport. Et donc je vais vous présenter quelle est la méthode qu'on a utilisée pour extraire des opinions à partir du transport. Ensuite, je vous présenterai les cartes qu'on a produites autour de cette thématique. Et enfin, je vous présenterai les nombreuses limites de notre travail. Alors, la méthode utilisée. Alors d'abord, on va commencer par essayer de détecter les contributions qui sont en lien avec le transport. Donc quels sont les textes qui parlent de transport dans les questionnaires. L'idée étant qu'il y a certaines questions pour lesquelles il est évident que les gens parlent de transport, c'est-à-dire qu'il y a des questions directement orientées vers les mobilités alternatives. Donc pour ces questions-là, c'est facile, les gens vont parler de transport. Mais l'idée, c'est aussi qu'éventuellement, dans d'autres questions qui sont moins liées au transport, les gens peuvent quand même évoquer le sujet. Donc, on a constitué un jeu d'entraînement à partir de la grande annotation. Alors, la grande annotation, là encore, je vais vous mettre le lien dans le chat si ça vous intéresse. L'idée de la grande annotation,
Je vois pas le chat quand je parle, donc je répondrai aux questions après. L'idée de la grande annotation, c'était d'annoter à la main d'annoter des contributions à la main et donc d'associer une thématique à chaque contribution. Donc en fait, c'est des gens qui lisent les contributions et qui leur donnent une thématique. Donc on a récupéré comme ça un jeu de données annoté avec une thématique transport et on a utilisé un classifieur BERT pour classifier nos X milliers de contributions et donc pour dire est-ce que ça parle de transport ou pas. Donc une fois qu'on a la liste de nos contributions qui parlent de transport, l'idée c'est d'aller extraire des motifs associés à une opinion. Alors notre opinion, on va la définir avec un sextuplet, donc c'est un émetteur qui dit quelque chose de polarisé, donc qui émet un jugement, est-ce que ça négatif ou positif, sur une cible ou les attributs d'une cible. Et donc cette opinion est émise à une certaine date et à une certaine localisation. Alors on va regarder un petit exemple, ce sera plus clair. Donc il faut augmenter le nombre de trains. Donc cette personne a émis un polarisateur là avec augmenté. Et ce polarisateur s'applique à une cible, les trains, mais en fait pas véritablement à cette cible, mais à l'attribut de cette cible, le nombre. Donc on va chercher des choses comme ça, c'est-à-dire un polarisateur, une cible et éventuellement un attribut de la cible. Et pour nous, ça va constituer un motif associé à une opinion. Alors vous allez me dire, oui, mais là, il n'y a pas d'émetteur, il n'y a pas de date, il n'y a pas de localisation. Ces trois éléments-là, on va les récupérer grâce aux métadonnées associées au questionnaire, c'est-à-dire au contributeur, à la date de remplissage du questionnaire et puis au code postal qui aura été donné par l'émetteur. Donc, pour extraire ces motifs, comment on va faire? Donc, on a trois listes de mots. On a un lexique pour les polarisateurs, c'est-à-dire des verbes de changement, baisser, augmenter, changer, etc. Un lexique pour les cibles, autrement dit des termes de transport, train, piste cyclable, ligne de train, ligne de bus, autocar, etc. Et un lexique pour les attributs, prix, coût, nombre, etc. Donc, on va faire une lématisation. On va faire une fenêtre glissante, c'est-à-dire qu'on va parcourir notre texte. Et dans notre fenêtre glissante, on va voir si on trouve un polarisateur et une cible, ou un polarisateur, une cible et un attribut. Et quand dans notre fenêtre glissante, on trouvera ces éléments, ça nous fera un motif. Donc on va récupérer comme ça une liste de motifs qui vont être extraits de chaque contribution. Donc une fois qu'on aura nos motifs, on va essayer de les représenter dans l'espace grâce aux codes postaux des contributeurs. Et qu'est-ce que ça donne? Alors, je vais vous montrer des résultats. Alors, j'ai fait les résultats autour de Montpellier, parce qu'on est pour la plupart à Montpellier. Alors, j'ai essayé de le faire autour de l'Hérault, et puis il doit y avoir le département aussi qui est au nord de l'Hérault. Alors, sur la carte que vous avez à l'écran, les lignes rouges, c'est les pistes cyclables qu'on a trouvées sur OpenStreetMap. Les points jaunes, c'est la localisation d'un contributeur qui nous dit, d'un ou plusieurs contributeurs pour lesquels on a identifié un motif de développement des pistes cyclables. Et puis on a représenté ensuite l'espace grâce à des catégories d'espace. Alors ce qui nous paraissait intéressant, c'était, étant donné que on localise les contributeurs grâce à leur code postal, le fait de représenter les communes, ça nous paraissait pas très intéressant parce qu'en général, dans une commune, vous avez éventuellement un code postal, un ou deux. Le département, ça nous paraissait pas très intéressant non plus parce que pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que un département, c'est pas un espace homogène. Et donc, on a utilisé les aires urbaines donc pour représenter notre espace en pôle urbain
zones périurbaines, petites ou moyennes aires, et enfin des zones hors affluence de pôle. Et donc ça nous permet de localiser les personnes qui ont envie qu'on développe les pistes cyclables autour de Montpellier et dans l'Hérault en général. Donc vous voyez que ici, par exemple, les aires périurbaines de Montpellier et de Nîmes ont l'air de demander un développement des pistes cyclables. Alors, je vous ai également laissé Millau, où il y avait pas du tout de motif. Et donc, notamment, cette grande aire hors influence des pôles. Alors, ce qui se passe, c'est que, de fait, on a très peu de contributions dans ces aires rurales-là, dans ces aires hors influence des pôles. Et donc, en général, la plupart des contributions sont quand même soit dans des pôles urbains, soit dans des zones périurbaines. Donc voilà un premier exemple de carte. On a fait la même chose avec les infrastructures ferroviaires. Et donc on n'a pas les contributeurs sont les motifs et les contributeurs qui parlent du développement des trains sont pas au même endroit. Donc là, vous pouvez voir sur la carte. Donc en rouge, vous avez toujours les installations ferroviaires qui viennent d'OpenStreetMap, donc les lignes et les gares. Et puis vous voyez que du coup, il y a des contributeurs qui parlent du développement du train et qui ne sont pas situés exactement au même endroit que ceux qui nous parlent du développement des pistes cyclables. Alors, évidemment, des cartes, on peut en faire plein. Donc, je vous ai mis l'équivalent donc à Amiens, Nantes et Paris. Et donc, je vais vous remettre dans le chat. On a mis à disposition le code pour générer les cartes et également les données pour que vous puissiez faire vos propres cartes sur votre ville préférée. Donc voilà le type de résultat qu'on obtient. Alors, les limites de ce travail. Donc, il y a des limites qui sont inhérentes aux données. Donc, c'est la représentativité des contributeurs, c'est-à-dire ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire qu'on n'a pas on a un questionnaire en ligne, donc on a évidemment un certain nombre de biais qui viennent avec ces données, et donc on ne peut pas dire que c'est l'avis de ces contributeurs et une représentation fidèle de ce que pense la population d'un territoire donné. Il y a des limites qui sont inhérentes aux représentations spatiales. Donc on a uniquement des codes postaux pour localiser les contributeurs, ce qui veut dire qu'on a une idée générale de où sont les contributeurs qui ont envie qu'on développe les pistes cyclables, mais on ne peut pas le faire très finement. C'est-à-dire que ça ne pourrait pas être utilisé par une commune pour décider dans quelle rue elle va installer des nouvelles pistes cyclables. Et puis pour le moment, on a seulement fait des représentations en France métropolitaine. Alors on a les données pour les dom-toms, mais on l'a pas encore fait. Donc c'est une des limites du travail que je vous présente aujourd'hui. Et enfin, il y a une grosse limite qui est limite de l'extraction de motifs, c'est-à-dire que les motifs, comme on les a définis, sont assez limitants. Un contributeur qui écrirait « je veux plus de trains », par exemple, ne serait pas identifié par notre système, parce que pour le moment, le système que je vous présente aujourd'hui ne travaille qu'avec des verbes de changement. Et en fait, tout le monde n'utilise pas un verbe de changement pour exprimer une opinion sur les thématiques de transport. Et alors, il n'y a pas que notre lexique de verbes de changement qui est limité, notre lexique de transport est également limité. Il manque, par exemple, il faudrait qu'on l'enrichisse avec un certain nombre de synonymes pour capturer l'ensemble des motifs. Donc, les cartes qu'on a réalisées
pour le moment, elles sont intéressantes, elles donnent des indications intéressantes, mais elles excluent de fait un certain nombre de contributions parce que notre extraction de motifs est pour le moment trop limitée. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, on lit un certain nombre de contributions et on a vu un certain nombre de contributions dans lesquelles les gens mettaient juste plus de trains. Donc voilà pour les limites. Et nous allons vers une conclusion. Donc en conclusion, potentiellement, utiliser ces données pourrait permettre d'identifier des zones potentielles où il faudrait investir, ou pas d'ailleurs, sur des nouveaux équipements, par exemple, plus de trains, plus de bus. On pourrait essayer de voir s'il n'y a pas des choses équivalentes sur la baisse des prix des autoroutes, ou au contraire la hausse des prix des transports, etc. Donc on pourrait utiliser ce système pour identifier des zones sur lesquelles faire une action ou un investissement potentiel sur les transports. Avec toutes les limites que je vous ai dit précédemment, et donc, quelque part, ce qu'on a proposé, ça permettrait d'identifier des zones où il faudrait peut-être faire une enquête complémentaire. Alors, ce qui est certain, c'est que c'est un jeu de données qui est vraiment très riche. Il y a beaucoup de choses à faire, tant du point de vue du traitement automatique de la langue, que de l'analyse spatiale, que des thématiques qui sont abordées par les contributeurs. Et les thématiques qui sont abordées par les contributeurs sont porteurs d'enjeux qui sont importants pour les territoires. Et pour appuyer cette idée, je vous ai mis une petite référence là, Messer et collaborateurs en 2019. Et donc, ce sont des sociologues suisses qui ont été sollicités par le Grand Paris pour réaliser une étude des contributions du grand débat national autour de la mobilité. Donc il y a manifestement des collectivités territoriales qui s'intéressent à ce jeu de données et qui espèrent l'utiliser pour en tirer des enseignements sur un certain nombre d'enjeux qui les intéressent. Donc, pour les perspectives de travail, donc on a pas mal de travail pour enrichir nos différents lexiques quand on fait de l'extraction de motifs pour la partie traitement automatique de la langue. Une des choses qui va sans doute beaucoup nous occuper également, c'est de faire la différence entre les gens qui émettent une opinion, c'est-à-dire qu'il faut diminuer le prix des trains, donc ils pensent qu'il faut faire ça, versus des gens qui font un constat ou qui racontent leur expérience quotidienne. Par exemple, oui, mais chez moi, le train est trop cher. Ensuite, concernant l'analyse spatiale, pour le moment, on a juste représenté nos espaces en fonction de pôles urbains, périurbains, etc. Mais on pourrait avoir des caractérisations plus fines des aires urbaines via un certain nombre de variables socio-économiques. Et puis, évidemment, pour le moment, on n'a travaillé que sur le transport, mais il y a des tas de thématiques sur lesquelles on pourrait travailler. On a fait un tout petit travail sur l'agriculture, mais on peut envisager des tas de thématiques intéressantes pour analyser ce jeu de données. Donc, je vous remercie pour votre attention, et si le sujet vous a intéressé, vous pouvez venir en discuter avec nous, je vais répondre à vos questions, et vous pouvez venir travailler avec nous sur le grand débat. Voilà. Je vais arrêter le partage d'écran. Et je vais répondre à vos questions s'il y en a. Alors, j'ai vu que Muriel avait posé plein de questions. Je vais remonter un petit peu. Alors, a priori, il y a toujours des gilets jaunes au rond-point d'Arène à Montpellier le samedi. Oui. Ça ne m'étonne pas, pour répondre à ce commentaire, si vous allez voir les synthèses sur le grand débat, il y a les synthèses des contributions, et il y a aussi des synthèses sur les consensus dans les réunions publiques.
Et il y a une des diapos dans les synthèses de consensus qui parle du fait que ce serait bien que dans les entreprises, il n'y ait pas un trop grand écart de salaire entre le patron et les ouvriers. Et bon, sans vouloir rentrer dans un débat politique, il ne m'a pas semblé que c'était tout à fait au programme du gouvernement pour le moment. Voilà. Ensuite, n'est-il pas mieux d'analyser les contributions directes des Gilets jaunes plutôt que les contributions du grand débat national que beaucoup chez les Gilets jaunes critiquent? Alors, c'est une vraie question. Il y a eu un projet parallèle au grand débat qui s'est appelé le vrai débat. Et la plateforme était un peu différente dans le sens où elle permettait notamment de réagir aux contributions des autres. C'est des chercheurs de Rennes, je crois, qui ont mis en place ce vrai débat. Et il y a effectivement une question de qui a participé au vrai débat, qui a participé au grand débat. Personnellement, j'avais écrit aux organisateurs du vrai débat pour savoir s'il était possible d'avoir accès à leurs données pour éventuellement faire des comparaisons. Ils m'ont jamais répondu, sans doute parce que en fait c'est ce qu'ils ont fait eux-mêmes dans leur travail, c'est-à-dire qu'ils ont fait une comparaison entre vrai débat et grand débat. Mais voilà. Après, on pourrait aller voir également les comptes rendus de réunions publiques. Et puis, il y a toujours ces fameux cahiers de doléances qui sont quelque part et qu'on pourrait analyser, mais qui, pour le coup, là, sont sur papier. Voilà. Alors, sur l'appel ANR, ben, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui, du coup, ont participé à cet appel. Moi, j'avoue, à l'époque, je ne l'avais pas vu passer. Je ne l'avais pas vu passer, mais je pense, vu les dates, parce que l'ouverture, c'était le 20 février 2019, avec une fermeture le 8 mars 2019. Ça veut dire que cet appel ANR, en fait, il est sorti alors que le grand débat lui-même avait été en cours. Donc en gros, il fallait se positionner alors que on savait pas quasiment ce qu'il y avait dans le grand débat. Et nous, je crois qu'on a commencé à travailler sur le grand débat plusieurs mois après qu'il ait eu lieu, en voyant la richesse des contributions en ligne. Oui, voilà, et du coup, c'était vraiment, je pense que si je reprends ma chronologie, c'était début 2019. À mon avis, il fallait se positionner pour analyser ces contributions avant même qu'elles soient accessibles. Alors, représenter sur les cartes, non pas les valeurs absolues des contributions, mais les pondérer avec les densités de population. Alors, le problème, c'est qu'en fait, des contributions, en vérité, sur les territoires, il y en a vraiment très peu. C'est-à-dire que quand je vous montre la carte, le point jaune, ça va être une ou deux personnes. Donc, est-ce que ça vaut le coup, du coup, de les pondérer par les densités de population? Là, j'avoue, je ne sais pas. C'est une des grosses limites du travail, c'est le nombre de questionnaires effectifs. Je pense que c'est bon pour les questions du chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Moi, j'avais peut-être une petite question, Lucille, c'est Rémi. Ouais, vas-y, Rémi. J'avais juste une question sur la méthode, du coup, avec Berthe. Je voulais savoir comment vous avez regroupé, comment vous avez clusterisé les contributions. Alors, l'idée, c'est que... Jacques me corrigera si je dis une grosse bêtise. L'idée, c'est qu'en fait, on a la grande annotation, et donc c'est ce que je vous ai expliqué au début. La grande annotation, elle met des thématiques, en fait, sur chaque contribution. Et donc, on a pris ces données de la grande annotation,
et on a regroupé toutes celles qui nous paraissaient parler de transport. Et donc, on a mis comme ça des contributions à label transport, et c'est comme ça qu'on a fait l'entraînement. Ça répond à ta question, Rémi? Oui, très bien. Mais du coup, je comprends pas. Ah oui, c'est parfait. Mais je comprends pas. Du coup, cette détection de motifs, ce qu'elle apporte justement à cette clusterisation. Alors, en fait, non. C'est que c'est en 2 étapes. C'est t'as d'abord t'as d'abord identifié quels sont les textes qui parlent de transport. Et ensuite, une fois qu'on est dans un texte qui parle de transport, on cherche les motifs dedans. Donc, c'est en deux étapes, en fait. Très bien. Très bien. Et j'avais une autre petite question. C'était sur, est-ce que vous envisagez de géocoder des entités spatiales qui sont présentes dans des contributions? Par exemple, il faudrait plus de pistes cyclables dans tel quartier. Alors, il y a fort longtemps, c'est un des premiers trucs que Jacques a fait sur les contributions du grand débat. Il a identifié toutes les entités spatiales qu'on trouvait dans les contributions. Donc, on a quelque part en gros, on pourrait faire une emprise spatiale de chaque contribution. Donc on a cet élément-là. C'est vrai qu'on pourrait le mettre en regard des motifs. On l'a pas encore fait. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un projet qu'on fait un peu sur notre temps libre entre guillemets. Donc on avance à la vitesse d'escargot rhumatisant, quoi. Mais oui, c'est une bonne idée. Faudrait qu'on le fasse. Bon, super, c'était très intéressant. C'était vachement bien. Merci. D'autres questions? Rien. Eh ben, je crois que ça veut dire que c'est l'heure de l'apéro. Avec plaisir. Merci à tous. Merci à tous d'être venus. Bon appétit. Et puis, ouais, l'apéro, ouais. Alors, par contre, dans le respect des gestes barrières, sinon le Premier ministre ne va pas être content. Oui, absolument. Je peux vous envoyer les diapos. Et alors, bon, pour le moment, on va pas le faire tant que l'article n'est pas accepté et publié avec sa géo. Mais on avait fait un premier article en 2019 et on avait mis les cartes qu'on avait produites sur la halle. Et donc, dès que l'article SAGEO sera accepté ou pas, publié ou pas, on mettra également à disposition les cartes qu'on a produites via la halle. Et donc, je vous ai donné les liens pour faire les vôtres. Donc, n'hésitez pas à regarder les codes et les données pour faire vos propres cartes. Et je vous transmets les diapos avec plaisir.